commencer la discussion. Et j'ai fait combien de minutes là? 30 minutes. Ah, merci infiniment. Alors, je vais céder la parole à John. Alors, voilà, ben, en tout cas, merci, Jocelyne, de m'avoir invité à aller à cette thèse de M. Liam Bansla. Merci pour votre exposé et merci pour la thèse. En fait, j'ai vu publicité 2 fois plutôt qu'une, puisque j'ai eu droit à une première version préliminaire qui m'a beaucoup interpellée. Et la deuxième version, je reconnais qu'il y a eu quand même des modifications assez significatives à certains endroits. À d'autres endroits, j'aurais peut-être souhaité davantage de modifications. On aura l'occasion de revenir sur certains détails de mes commentaires. Alors, pour dire, peut-être que je vais y aller quand même assez rapidement avec certaines remarques générales pour éventuellement aboutir avec un commentaire plus approfondi. Je rebondis entre autres sur des choses que vous venez de dire et voilà. Donc, je ne reprends pas nécessairement des choses qui ont été dites dans les rapports écrits. Mais quand même, pour commencer, alors je voulais d'abord vous féliciter par, l'ambition de la thèse, c'est-à-dire que, en tout cas, je dois vous dire, vous êtes au courant que j'ai certaines réserves critiques par rapport à la thèse, parce que les réserves critiques portent sur, je ne suis pas certaine que vous avez l'interprétation correcte des auteurs que vous mobilisez pour pouvoir défendre la thèse que vous souhaitez défendre. Cela dit, si vous aviez raison, ce que je remets en cause un peu, enfin, on aura l'occasion d'en parler, mais si vous aviez raison dans la lecture des auteurs que vous avez mobilisés, alors la thèse aurait été très cohérente, très intéressante et en tout cas très courageuse. Alors je voulais simplement d'abord souligner le fait qu'il y a véritablement une pensée autonome, une réflexion critique autonome qui se déploie tout au long de la thèse. Et si elle avait été, et là le regret que j'énonce, en même temps que je vous fais le compliment que c'est une thèse bien écrite, une thèse qui a du souffle, qui a du corps et de la substance, là j'enchaîne avec la critique principale, c'est c'était sur des lectures qui parfois sont erronées. C'est-à-dire qu'une interprétation que vous donnez au texte que vous avez consulté me semble problématique. Et dans ce contexte-là, je vous avais également relevé le fait qu'il manquait des références bibliographiques. J'ai vu par ailleurs, par exemple, je dis juste l'exemple de Doyle, qui en fait se retrouve dans la deuxième mouture. Sur 2 pages et demie, j'aurais peut-être souhaité plus, mais il se retrouve, mais il ne se retrouve pas en bibliographie finalement. Alors je ne sais pas pour ce qui est du dépôt final en bibliothèque, dans la bibliographie en fin de document, il y a beaucoup de lacunes dans les références. Alors il va falloir. Ils ne se retrouvent pas dans. Non, c'est ça. Alors donc, je ne sais pas si vous avez reçu tous les rapports d'évaluation. Oui, j'ai reçu. C'est ça. Ouais. Donc, en tout cas, dans une des 2 versions, il me semble la plus récente, je relève certains manques, certaines lacunes bibliographiques qui n'apparaissent pas dans la bibliographie générale, mais je relève aussi le fait qu'en dépit du fait qu'elles n'apparaissent pas dans la bibliographie générale, en fait, elles se retrouvent dans les notes de bas de page. Alors, il faudrait simplement, peut-être pour le dépôt final en bibliothèque, parce que je crois que c'est des dépôts permanents, là, juste de faire en tout cas une dernière vérification à ça attentive. Du reste, il y a d'autres auteurs aussi que vous n'avez pas mobilisés et pour toutes sortes de raisons qui appartiennent au parcours de tous ces chacun, je peux comprendre qu'on ne peut pas toujours être exhaustif, mais parfois il y avait quand même des lacunes bibliographiques qui vous auraient grandement servi, parce qu'elles vous auraient appuyé. Et il y en a 2 en particulier sur lesquels je vais revenir, c'est Mathias Lissa et John Lawrence. Alors, en passant juste par rapport à John Lawrence, pour vous illustrer un petit peu le problème en biographie finale, dans la bibliographie finale, ce n'est pas la dernière édition de 1997-19 traduction en français qui est citée, mais plutôt une autre version antérieure. Mais c'est la version 1999 de John Lawrence, que vous citez dans le note de bas de page, mais qui n'est pas véritablement analysée en profondeur dans le corps de la thèse, qui vous aurait aussi grandement servi. Alors, c'est dans ce sens-là que je me questionne un peu sur les choix de textes que vous avez faits. Il y a des auteurs qui me semblaient beaucoup plus secondaires parce qu'ils ne servaient pas vraiment ni à votre propos, ni à rectifier l'interprétation des autres auteurs que vous analysez, et de grands absents, donc ces 2-là, qui seraient allés tellement dans votre sens, ça aurait simplement donné encore plus de robustesse et de rigueur à votre thèse. Ça, c'était les remarques générales. Une autre remarque générale avant de terminer sur ces remarques préliminaires. J'arrive toujours pas, et c'était quelque chose qui me troublait beaucoup dans la première version et qui a continué à me troubler dans la deuxième version. Il y a comme deux trames argumentatives qui s'articulent plus ou moins harmonieusement dans le corps de la thèse.
il y a une réflexion très contemporaine de l'exposé que vous nous avez présenté. En soi, était une thèse, et cette thèse, on la retrouve, je pense, de mémoire, là, chapitre 1, 6, 7. Il y a toute une thèse qui porte sur des enjeux de littérature contemporaine qui se déploie. Et en plein milieu, il y a le chapitre 2, 3, 4, excusez, si je ne me trompe pas, mais il y a comme 3 chapitres qui portent un regard plus historique sur 2, 3, 4, qui portent un regard plus historique sur l'État, la genèse de l'État. Et là, d'un point de vue méthodologique, ce n'était pas clair quelle était la cohérence de cette approche méthodologique qui cherchait à illustrer quelque chose sur la base de ces chapitres un peu plus historiques pour renforcer l'argument contemporain. En vérité, j'ai assez bien compris où est-ce que vous vouliez en venir, mais ce n'était pas terriblement... il me semble qu'il y avait encore un peu de travail d'arrimage pour que ça fasse quelque chose de plus coulant. Parce que là, on avait plutôt l'impression qu'il y a des chapitres qui portent sur une histoire des idées. Et puis, il y a une thèse qui porte sur les enjeux contemporains. On reviendra là-dessus parce qu'éventuellement, ce sera une question sur laquelle vous pourrez rebondir suite à nos commentaires. Mais comme j'ai un temps de parole, je ne sais pas de combien je voudrais pas en abuser, mais comme j'ai été interpellée dans ma thèse, je voudrais... Oui, c'est sûr. Alors donc, voilà. Alors, la question que je vous ai posée, donc, gardons en réserve parce que j'y reviendrai. Comment mieux comprendre la stratégie argumentative entre deux thèses qui se déploient de façon plus ou moins parallèle dans le corps de la thèse. Quel était le propos, donc, des chapitres historiques pour démontrer quoi exactement pour la thèse contemporaine. Et voilà. Et donc, de manière générale, une présentation soignée, très bien écrite. Vous avez une très belle éloquence à la fois oralement et écrite. Maintenant, je rentre plus en détail sur vraiment des questions de fond. Et qui vont peut-être aussi vous indiquer pourquoi certaines lacunes bibliographiques vous auraient peut-être amené à mieux conceptualiser certaines questions, peut-être mieux approfondir même certains de vos propos, même pour aller dans le sens. Alors, dans un premier temps, il m'a semblé, et que j'ai peut-être mal compris la thèse, mais c'est quelque chose qui est ressorti des deux lectures, des deux versions. Ce que je trouve un peu problématique dans la façon dont vous présentez les choses, c'est que les auteurs cosmopolites que vous avez besoin d'écrire. Oui, ça serait bien, par exemple. Bien sûr. Là, je l'ai pas écrit. Mais vous savez, c'est pas une liste de questions, vous pourrez rebondir, c'est vraiment une conversation philosophique. Pour que je retienne la première chose qui m'a un peu heurtée, c'est que les auteurs cosmopolites que vous invoquez sont des auteurs qui s'inscrivent vraiment dans cette espèce de récit historique qui part des premiers cosmopolites dans l'Antiquité en passant par les temps modernes, Kant, etc. Alors les David Hull, les Thomas Froger ont tous eu un moment conscient, ils s'inscrivent tous dans cet idéal cosmopolite. Au niveau de la théorie idéale, ils partagent tous en commun les mêmes aspirations normatives. Alors quand vous reprochez aux auteurs cosmopolites d'être critiques par rapport au modèle onusien, il faut quand même nuancer les choses. C'est-à-dire que le modèle onusien s'inscrit réellement dans cette histoire de l'aspiration cosmopolite qui a pris forme institutionnelle au XXe siècle, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a personne qui veut revenir en arrière. Il n'y a personne qui dit que l'ONU a été une erreur. Et parfois, ce n'est pas tout à fait clair. Ce que, dans le cas de votre thèse, de rendre justice à cette idée-là. Alors, les auteurs que vous citez ne sont pas contre le modèle onusien. Ce qu'ils reprochent, par contre, d'un point de vue non idéal, et c'est là aussi où je reprocherais peut-être une sorte de confusion conceptuelle sur ce qui appartient à la théorie idéale, ce qui appartient à la théorie non idéale. Tout à l'heure, dans votre exposé, et là, c'est quelque chose qui est propre à votre exposé parce que ce n'était pas une confusion qui était commise dans la thèse, mais là, il me semble explicite dans l'exposé. Vous semblez dire que ce sont ces auteurs cosmopolites qui naviguent de façon un peu confuse en théorie idéale et non idéale, c'est pas du tout le cas. Donc, au niveau de la théorie idéale, le modèle onusien aussi, en tant qu'idéal normatif, s'inscrit dans cette histoire des aspirations cosmopolites. Au niveau de la théorie non idéale, les critiques que ces auteurs cosmopolites adressent contre le modèle onusien consistent essentiellement à dire que le modèle onusien n'est pas allé assez loin dans les aspirations cosmopolitiques et que le modèle onusien reste déterminé par une conception fondamentalement étatiste des relations internationales.
conception étatiste que l'idéal cosmopolite était censé surmonter. Le modèle onésien n'y parvient pas tout à fait, et c'est la raison pour laquelle, dans la description non idéale que les auteurs cosmopolites que vous citez en font, on critique les rapports de force, les injustices systémiques structurelles qui caractérisent, dans les faits, les imperfections de ce modèle onésien, qui, tout aussi cosmopolite soit-il dans ses aspirations normatives, dans la théorie non idéale, reproduit des problèmes inhérents à une conception étatiste. Conception étatiste qui bloque d'entrée de jeu, par exemple, l'extension maximale d'un principe de justice redistributive, des choses comme ça. Enfin bref, alors ça c'était une première chose. Pas sûr que cela a été bien rendu dans le cadre de votre thèse. Cela dit, il aurait été tout à fait possible de citer un auteur comme Matthias Fischer, qui va vraiment dans le même sens que vous, à certains moments. Par exemple, toutes ces pages que vous consacrez aux institutions de Brian Kellogg's. La thèse de Matthias Fischer, qui a été vraiment, rapportée sous la forme d'un débat assez célèbre avec Thomas Pogge. Et c'est la raison pour laquelle c'est un peu dommage que ça ne figure pas, c'est parce que c'est qu'un débat quand même notoire. Ce que Matthias Fischer reproche à Thomas Pogge, c'est de ne pas vouloir concéder le fait qu'en vérité, et ça, donc il faut retourner dans le travail de Matthias Fischer pour avoir les données empiriques, mais ce qu'il essaie de démontrer, c'est que le problème de la pauvreté a été, substantiellement endigué depuis la création des institutions de Brian Kellogg's. Il reproche donc à Thomas Pogge de ne pas avoir cette analyse, de la pauvreté relative. Au fond, ce qu'il reproche à Thomas Pogge, c'est de ne pas se rendre compte des bénéfices et des bienfaits des institutions de Brian Kellogg's sur la Banque mondiale. Matthias Fischer va jusqu'à dire que le Fonds monétaire institutionnel, même s'il reconnaît, comme tout le monde doit le reconnaître, que par exemple les politiques d'ajustement structurel, peut-être un exemple patent des injustices structurelles qui reflètent les rapports de force en relations internationales, au bénéfice des pays les plus riches, comme Stiglitz, qui est un témoin privilégié du FMI de la Banque mondiale, le rapporte également dans son livre à travers l'analyse du Washington Consensus. Le fait que les États-Unis soient le seul pays à détenir un droit de veto au sein du FMI, c'est quand même troublant. Alors, il y a des faits comme ça, et je sais que vous le reconnaissez, parce que c'est ça que vous dites, vous reconnaissez, c'est ça exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, j'ai l'impression que les reproches que vous faites aux auteurs cosmopolites, au fond, vous dites des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'ils disent. Enfin, en tout cas, bref, donc il y avait ça. Alors, Matthias Fischer, vraiment, il aurait été de grand secours pour illustrer votre thèse. Matthias Fischer comme John Rawls, parce que Matthias Fischer et John Rawls, au fond, ce qu'ils cherchent aussi à illustrer, c'est le fait que le modèle onésien n'a pas tort de ne pas de ne pas avoir complètement surmonté les conceptions étatistes des relations internationales, parce que chez Matthias Fischer, chez John Rawls aussi, le dernier John Rawls, c'est un retour au rôle de l'État. Alors, ce qu'il reproche à John Rawls, à quelqu'un comme Thomas Pogge, c'est l'idée que la communauté internationale a une responsabilité causale dans l'origine et la perpétuation des inégalités. Les John Rawls et Matthias Fischer vont dire comme vous, attention, la pauvreté et la non-démocratie et les injustices ont bien souvent racine au sein des pays qui en souffrent eux-mêmes. C'est la cause des facteurs endogènes. C'est sa grande thèse de John Rawls, que Thomas Pogge qui n'est pas tout à fait. C'est ça qui n'était pas clair. Alors, on viendra là-dessus. C'est la deuxième question que vous aurez l'occasion d'expliciter. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette fameuse thèse de John Rawls, selon qui les causes de la pauvreté sont principalement et fondamentalement des causes endogènes à la culture politique interne des pays? Qu'est-ce que j'en pense C'est terminé avant. Je peux répondre en bloc. Tu peux répondre en bloc aux 2 ou 3 questions. Alors donc, il y a ça, mais éventuellement, je sais aussi que mon commentaire va peut-être... Enfin, alors, il y a cette question-là, une question vraiment centrale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse-là? Juste pour récapituler, justement, donc, encore une fois, aussi pour illustrer la lacune, le fait que John Rawls n'a pas été thématique dans le cas de cette thèse, alors qu'il existe une traduction française. Matthias Fischer, à la limite, je comprends, c'est en anglais, on n'est pas obligé de lire toujours en anglais, mais John Rawls a été traduit en français. Et dans le cas de cette thèse, il me semble que ça aurait été important quand même de pouvoir entrer en dialogue avec John Rawls de façon un peu plus approfondie. Ce que John Rawls dit, ce qu'il reproche aussi à Thomas Pogge et Fondani,
c'est il ne veut rien savoir de cette thèse de la responsabilité causale de la communauté internationale dans l'origine de la perpétuation des injustices de la pauvreté. Alors donc, John Rawls va donc avancer la thèse des causes endogènes de l'injustice et de la pauvreté au sein des États. Du coup, il y a un autre argument à faire valoir sur lequel j'aimerais bien vous interroger. John Rawls dit cela parce que John Rawls conteste l'idée qu'il existe une structure de base à l'échelle internationale. Et par structure de base, ce qu'il veut dire par là, il conteste l'idée qu'il existe, comment dire, des conditions institutionnelles véritablement communes à tous les États et dont la communauté internationale serait donc causalement responsable et qui défavoriserait certains au bénéfice d'autres. John Rawls dit que ça n'existe pas. Il existe beaucoup d'interactions économiques et politiques en relations internationales, mais ce sont des interactions contingentes. Vous avez parlé d'injustice contingente. Il refuse donc l'idée qu'il existerait des injustices structurelles inhérentes à une structure de base à l'échelle internationale. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il refuse ça, et parce qu'il refuse donc la thèse de la responsabilité causale du Thomas Spooner, qu'il est à même de dire, attention, il faut revenir là, ce que les cosmopolites n'avaient pas vu, parce que les cosmopolites étaient juste intéressés aux macro-conditions structurelles en relation internationale. C'est peut-être un reproche qu'on peut leur faire, mais ce que John Rawls dit, c'est qu'il faut maintenant revenir sur le rôle de l'État lui-même. Mais du coup, en tout cas, c'est à quel prix? Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la thèse des causes endogènes de la pauvreté et qu'est-ce que vous pensez du fait que John Rawls pense qu'il n'existe pas de structure de base à l'échelle internationale. Parce que, encore une fois, à travers votre exposé, j'ai cru comprendre que vous préférez ne pas parler sous forme d'injustice structurelle systématique, systémique, mais plutôt sous forme d'injustice conjoncturelle, de conjoncture, appelons ça comme ça. Si tel est le cas, j'ai l'impression qu'en fait, vous seriez très à l'aise avec les thèses de John Rawls. Mais tout à l'heure, vous avez réagi et ça m'intrigue de savoir ce que vous en pensez. Je vais quand même, finalement, il y avait plein d'autres choses, là, mais peut-être un deuxième tour de table. Mais alors, donc, pour aboutir à... En fait, il y a comme peut-être 3-4 questions. Donc, comment vous avez pensé la structure argumentative de la thèse? Okay. Ensuite, qu'est-ce que vous pensez de John Rawls, cause endogène, structure de base? Voilà, donc, il y avait d'autres choses que j'avais envie de dire, mais là, je prends trop de temps. Je vais vous laisser ces questions. D'accord, merci à vous.